tu veux que je commence? C'est quand tu veux. Moi, après, je peux couper. Donc. Ah, ok. Bon, alors c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Filles Expat, la chaîne qui vous dévoile les aventures de filles francophones qui ont osé tout quitter pour vivre aux quatre coins du monde. Chaque semaine, Kelly vous fera découvrir une nouvelle destination, une nouvelle histoire à travers ses interviews. Préparation au départ, appréhension, découverte et adaptation aux nouvelles cultures, vous verrez à quel point chaque expérience peut être différente mais toujours très enrichissante. Donc si vous songez à vous expatrier ou que vous êtes simplement curieux de savoir comment on vit au Chili, au Danemark ou encore à Taïwan, on vous dit welcome! Le but de Kelly à travers ses podcasts est de partager avec vous le vécu, le ressenti des unes et des autres. Expatriée elle-même 9 ans entre les États-Unis et le Canada, passionnée de voyage et surtout grande épicurienne, et je sais de quoi je parle, elle adore partir à la rencontre de nouvelles personnes et échanger les points de vue. Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute! Salut à tous et merci de nous écouter aujourd'hui. Avant de donner la parole à notre invité, j'aimerais prendre quelques secondes pour remercier Ingrid. Ingrid m'a laissé un super commentaire sur Apple Podcast qui dit « En ce début d'année 2021, je découvre ces podcasts tout aussi rafraîchissants les uns que les autres. Une telle énergie, un tel boost qui m'ont accompagné lors de mon tout premier voyage solo et qui ancre de plus en plus en moi ce courage d'oser partir et surtout oser l'aventure. Je m'en régale. Merci pour tout ce travail. » Alors Ingrid, merci beaucoup pour ce commentaire qui me touche beaucoup. Et si toi aussi tu souhaites me laisser un petit commentaire, je t'invite à foncer sur l'application d'Apple Podcast. Voilà, je pense que je vous ai fait assez patienter, donc maintenant je vais laisser notre invité se présenter. Si tu peux commencer par ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement. Bonjour, merci de m'accueillir déjà. Je m'appelle Julie. Je suis québécoise, j'ai tout juste 40 ans et je suis installée à Tetovo en Macédoine du Nord. Super. Alors, je ne sais pas vous, auditrices, auditeurs, mais moi, la Macédoine du Nord, je n'y connaissais vraiment pas grand-chose. Et d'ailleurs, je n'étais même pas capable de le situer sur une carte, donc honte à moi. Mais bon, j'ai fait une recherche rapide sur le net et la première phrase que j'ai lue, c'est « La Macédoine se situe dans la péninsule des Balkans ». Alors, ça m'a pas du tout parlé. Donc, Julie, est-ce que tu peux nous aider à situer la Macédoine du Nord sur le globe? Ouais. Écoute, je te rassure, la plupart, moi-même, quand je suis arrivée ici, je ne connaissais rien de la Macédoine. Et il y a très peu de gens à qui j'ai dit que j'étais ici qui connaissaient déjà, sauf les gens de la région peut-être, ou ceux qui sont un peu plus spécialisés en géo ou en politique. Donc, les Balkans, en fait, c'est une région qui regroupe plusieurs pays, je dirais du sud-est de l'Europe. Pour les plus âgés, on pourrait penser à l'ex-Yougoslavie. La plupart pas tous, mais une grande partie des pays des Balkans ont fait partie de la Yougoslavie pendant longtemps. On pense à la Serbie, peut-être que certains connaissent, la Slovénie, la Croatie et la Macédoine en faisait partie. Et donc, depuis quelques décennies, c'est un pays indépendant. Et il y a, je crois, 1 an et demi environ, elle a opté pour le nom de Macédoine du Nord pour officialiser tout ça. D'accord, donc ça ne fait pas partie de l'Europe. Ça ne fait pas partie de l'Union européenne, mais c'est un pays qui est considéré sur le continent européen. Donc, on est d'ailleurs sur la liste des pays qui veulent entrer dans l'Union européenne, qui sont en procédure, qui font du démarchage petit à petit, un jour à la fois. Ok, super. Et du coup, depuis combien de temps tu es installée en Macédoine du Nord? Installée, je dirais, depuis 2014, avec des va-et-vient entre ici, le Québec et la France. Mais la première fois que j'ai mis les pieds, c'était en 2012. Super. Et est-ce que tu peux nous dire exactement qu'est-ce qui t'a emmené là? Initialement, un projet personnel. J'avais bougé déjà un peu en Europe. J'avais eu des petites expériences d'expatriation par le passé, mais qui étaient hyper enrichissantes. Mais somme toute, je sentais que j'étais dans le même cadre de référents, de vie et tout ça. J'avais envie d'aller voir ailleurs. J'avais aussi envie de me déstabiliser, en fait. C'était un peu l'objectif. Donc, moi, j'étais pigiste en culture à Montréal. J'ai travaillé pour différents festivals, en logistique événementielle, en cinéma aussi. Et donc, c'est un mode de vie qui me permettait de prendre des pauses dans ma vie. Je pouvais dire, ce contrat-là, cette année, je le mets de côté. Pigiste, pour les Français, c'est peut-être, je dirais, les CDD, c'est-à-dire qu'on a un début, un milieu, une fin de contrat qui peut revenir à chaque année, mais qui est défini dans le temps. Donc moi, je pouvais dire, par exemple, ce contrat-là, cette année, je le mets de côté. Donc, j'annonce à mes employeurs que je ne vais pas revenir cette année. Et donc, j'avais fait ce choix-là
pour une période de 3 à 4 mois. Et je m'étais dit, ben, allons-y, passons le mot. Et pendant le printemps, l'été, j'ai passé le mot à plein d'amis d'un peu partout sur la planète pour dire, j'ai envie de vivre une expérience, j'ai des compétences à offrir professionnelles et voyons où ça peut me mener. Et de bouche à oreille, d'un contact à un autre, j'ai été mise en contact avec une association culturelle qui s'appelle Loya, qui est basée à Tetovo. Et quelques mois plus tard, après un petit saut en France pour voir des amis, j'ai atterri ici sans trop savoir ce qui m'attendait, sauf que l'association avait bien besoin d'aide et que j'allais contribuer comme je pouvais. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée, pour 3 mois la première fois, parce que pour des raisons de visa, pour des raisons de tout ça, la période déterminée avait été de 3 mois. D'accord. Donc toi, dans ta tête, tu étais psychologiquement prête à partir du Canada pour vivre une autre expérience et on va dire te challenger. Est-ce que tu avais des attaches à Montréal? Enfin, tu étais à Montréal, du coup, si j'ai bien compris. Oui, j'ai de la famille un peu partout, à Québec entre autres. Je viens de Québec, mais j'étais à Montréal depuis plus de 10 ans. Donc oui, plein d'attaches, ma famille, des amis très très proches aussi. Mais oui, malgré tout ça, je bougeais déjà beaucoup, je voyageais déjà beaucoup. J'avais des amis un peu partout sur le globe et c'était clair dans ma tête que je voulais repartir travailler. À ce moment-là, par contre, j'avais aucune idée que ça allait m'amener à partir pour des années, tu vois. J'étais quand même dans l'optique où j'allais chercher une expérience de 3 mois pour revenir, bonifier mon CV, réorganiser, revoir tout ça et attaquer. Et ce qui s'est pas du tout passé comme ça, en fait. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que comme tu pensais partir pour une courte durée, j'imagine que ça a été quand même assez facile, entre guillemets, d'annoncer à ton entourage « Bon, je vais partir quelque temps, je veux booster mon CV, je veux vivre une autre expérience. » J'imagine que t'as eu personne qui a essayé de te mettre les bâtons dans les roues, comme on dit? Non, parce que j'étais déjà partie avant. Ceci dit, partir dans un pays que personne connaît, ça déstabilise quand même les amis, ceux qui bougent moins, je dirais, ou la famille voyage beaucoup, m'encourageait déjà. Donc ça allait, mais j'avoue que j'ai des amis qui m'ont dit « Va pas là, c'est dangereux, il y avait la guerre là-bas. » J'étais allée en Serbie quelques années avant, du coup on me disait « Mais tu sais, c'est... » Et moi j'avais justement envie de ça, c'est ce que je voulais apporter à mon CV, en fait, d'aller dans une région post-conflit, d'aller dans une région qui allait qui allait un peu me sortir de ma zone de confort. Donc en expliquant tout ça, je te dirais que non, je suis partie quand même l'esprit assez tranquille par rapport à ça, ouais. Quand tu voyageais, parce que tu disais que tu voyageais quand même beaucoup et tu avais fait pas mal de choses, est-ce que tu voyageais seule ou tu étais en ami, en famille ou avec un copain par exemple? J'ai tout fait ces options, je dirais. La famille, un peu moins, mais je l'ai fait un peu. Quand j'étais tout petite, on a un peu bougé, mais jamais pris l'avion avec ma famille avant l'âge de 20 quelques années, mais on faisait du camping, on se promenait dans le Québec. C'était 7 heures de route pour aller voir ma grand-mère, donc tu sais, le Canada, c'est grand. Donc j'ai toujours aimé bouger. J'ai bougé aussi beaucoup petite avec ma famille. J'ai changé d'école, j'ai changé de maison, de 0 à 3 ans dans une maison, de 3 à 6 dans une autre, de 6 à 14. Tu vois, j'ai changé. Donc, ça faisait un peu partie de ma vie à un moment de dire, OK, on recommence à zéro. Tu vois, c'est quelque chose que j'avais vécu par le passé et qui me plaît bien. Après une partie de mes études à Québec, je suis partie à Montréal. Après Montréal, voilà. J'ai commencé à voyager, je dirais, par moi-même ou avec des amis plus activement après mes études universitaires, donc vers 21, 22 ans. Là, sac à dos, une bonne partie de l'Europe, 3, 4 mois, je sais plus. Ça va faire presque 20 ans d'ailleurs, mon Dieu. Et après, j'ai fait les deux. Je me suis expatriée toute seule pour des projets spéciaux, pour le boulot. Dans ce cadre-là, j'ai voyagé plus toute seule. Sinon, ouais, cousins, amis, camping. Tu vois, ouais, j'aime bien essayer des trucs et quand il y a quelqu'un qui peut se joindre à moi, j'aime pas voyager en groupe. Quand il faut prendre toute la soirée ou toute la matinée pour décider finalement où on va manger, ça me gêne un peu. J'ai l'impression que ça limite l'expérience. C'est vraiment une question de choix et de goût surtout. Après, à deux, je trouve que quand on connaît quand on a un bon fit, ça se fait bien. Ça permet un équilibre, je dirais, dans la peur ou dans le goût de l'aventure. Ça permet de se sécuriser quand il faut ou de se motiver quand il faut aussi. Donc, à deux, j'aime bien. Je l'ai fait avec des amis, avec une cousine, entre autres, avec des amoureux. Donc, oui, j'étais pas allée encore, par contre, en zone vraiment, voilà, vraiment drastiquement différente de l'environnement que je connaissais. J'étais très Amérique du Nord et Europe, je dirais. D'accord. Et du coup, oui, la Macédoine du Nord, ils parlent quelle langue?
Le macédonien, qui Ouais. est une langue d'origine slave. Pour ceux qui connaissent le serbe, ça ressemble un peu. C'est différent, mais c'est la même famille. Sinon, pour ceux qui connaissent pas du tout, je dirais référez-vous au russe. Mais le russe est au macédonien, peut-être. Je suis pas une spécialiste des langues, hein, mais je dirais que peut-être peut-être l'espagnol et l'italien, tu vois. Donc, on arrive à se comprendre, on se comprend pas, mais s'il y a une volonté d'eux, on arrive à se comprendre. Mais bon, c'est le même alphabet. On parle de l'origine de l'alphabet cyrillique. Et donc, la langue officielle, c'est le macédonien. Mais il faut mettre en contexte, il y a aussi beaucoup de minorités qui sont presque plus des minorités. Quand on parle de 20% de la population, c'est une bonne partie de la population qui est albanaise et donc qui est complètement une autre langue avec d'autres origines. Puis il y a aussi des minorités serbes, croates, turcs, beaucoup. Donc, quand je suis arrivée ici, vraiment, j'étais entourée dans l'association culturelle de toutes ces langues-là, en fait. Donc, ça, pour moi, c'était déstabilisant. Ouais. Ah oui, mais du coup, est-ce que l'anglais reste quand même la langue la plus utilisée? À Tetovo, non, mais entre les jeunes ou entre les jeunes expatriés ou dans le cas des associations, des ONG, oui, c'est l'anglais. Après, dans la rue, à part les étrangers, on entend, il n'y a pas d'anglais. D'accord. Et toi, du coup, avant de partir, est-ce que tu t'es un petit peu préparée ou t'es un peu partie à l'arrache comme ça? Je suis logisticienne de profession et je dirais même de naissance. Donc, en général, je me prépare beaucoup. Ceci dit, je me souviens très bien que cet été-là, je travaillais. J'ai eu plein d'opportunités et tout ce que je pouvais mettre de côté en économie, je le faisais parce que je partais quand même sans salaire pendant 3 ou 4 mois. Et en fait, ça a été, il fallait que je trouve quelqu'un pour sous-louer l'appartement. Tu vois, il y avait plein de trucs à faire et je travaillais mais des 10 heures, 11 heures, 12 heures par jour. Et je m'étais mis comme pression en plus d'apprendre les 2 langues principales et tout, du moins les bases. Donc, je suis arrivée avec mes petits bouquins, mais j'avais pas travaillé tant que ça. Mais après, je me suis rendu compte qu'en effet, l'anglais était mon outil principal pour communiquer. Donc, ça a bien balancé les choses. Mais c'est vrai que j'avais un peu lu sur le pays. J'avais parlé à l'ami qui m'avait référé ici. J'avais très peu de points de contact. Le point de contact que j'avais, entre autres, Dimche m'avait un peu écrit sur comment me préparer et tout. Mais il me disait tout le temps, mais tu vas te faire ta propre idée, tu vas voir et tout. Donc, je suis arrivée ici un peu, sans trop savoir ce qui m'attendait, en fait. Ouais, des fois, c'est pas plus mal, hein, j'ai envie de dire. Au moins, on se fait sa propre idée plutôt que d'arriver avec des a priori. Et du coup, comment ça se passe en termes de papier? Parce que t'es partie avec un visa ou est-ce que t'as pris... Enfin, c'était en tant que touriste? Ouais, je suis arrivée en tant que touriste, en fait, parce que justement, on peut visiter la Macédoine et à l'époque, on pouvait être volontaire en Macédoine si c'était une période qui ne dépassait pas 3 mois sur le territoire. Ok. Donc, c'était un peu pour des raisons de logistique et du fait que de toute façon, moi, à l'époque, je devais revenir après 4 mois pour un autre contrat qui m'attendait. Donc, dans tous les cas, je pouvais pas rester plus que 4 mois. Et donc, en voyageant un peu au Kosovo, en allant passer les vacances de Noël du Nouvel An à Istanbul, j'ai réussi à faire un 3 mois en tant que volontaire, mais avec un statut de touriste. Super. Et du coup, est-ce que tu te souviens le moment où tu as pris l'avion, dans quel état tu te trouvais? À Montréal, je me souviens pas trop, j'avoue, mais je sais que je faisais un arrêt en France parce que j'ai des amis français qui se mariaient, qui m'avaient invitée et la date, j'avais réussi à caser la date du mariage avant la date de mon arrivée en Macédoine. Et donc, je devais prendre le train pour arriver dans un tout petit village. J'avais aucune idée j'étais où. 2 jours de mariage, on me demande de faire des photos, c'était trop génial. En fait, ça m'a permis de couper, mais en même temps, j'étais hyper stressée. Les amis en question m'en parlent encore, à quel point tu étais stressée. Pour plein de raisons, parce que je savais pas ce qui m'attendait, parce que j'avais vécu plein de choses avant de partir, donc j'étais dans une pyramide d'émotions et d'appréhension. Et donc je me souviens plus de l'état dans lequel j'étais en partant de la France, en départ de la France vers la Macédoine, et j'atterrissais en pleine nuit, à minuit et demi. C'était pas trop clair si l'assaut allait envoyer quelqu'un ou pas, tu vois, je disais... Mais finalement, tout s'est très, très bien passé, même si la personne qui m'attendait dans l'appart était en train de prendre sa douche quand je suis arrivée. Welcome! Ouais. Du coup, quand t'es arrivée en Macédoine, alors comment ça s'est passé les premiers jours? J'étais très
bon, j'étais en mode absorption, hein, tout était nouveau, les paysages étaient nouveaux. Ça me rappelait beaucoup premières impressions visuelles, la Pologne que j'avais visitée toute seule quelques années avant, la Serbie, c'était clairement ressemblant par rapport au petit séjour que j'avais fait là-bas, mais c'est quand même somme toute nouveau parce qu'il y a énormément de traces de l'Empire ottoman ici. La communauté albanaise et musulmane était une ville hyper multiculturelle. Donc en fait, je me suis retrouvée dans une ville où plein de langues sans savoir quelle langue était quoi, tu vois, parce que j'avais pas de référent. Il fallait que je m'oriente dans une ville où il n'y a aucun nom de rue, aucun. Bon, je sais qu'une fois qu'on a voyagé, on a l'habitude, mais dans les faits, quand tu t'installes dans la ville, ça prend quand même quelques semaines avant d'être capable de trouver tes marques. Donc, je me souviens que je marchais beaucoup pour être capable de m'orienter, d'absorber un peu toute cette énergie-là et savoir où aller acheter mon pain, mon lait, tu vois, des trucs de base. Et je me souviens que dès le lendemain, j'étais mise à contribution pour le festival qui allait être tenu 10 jours ou quelque chose comme ça plus tard. Et on m'annonce que le directeur du département de la culture était parti faire une formation en Géorgie et puis que ils auraient bien besoin d'aide. Et puis j'ai tout pris, tu vois, le programme, le graphisme, j'avoue. Et comme j'arrivais d'événements très, très gros comme le Festival de jazz de Montréal et tout, j'avais bossé sur une campagne juste avant de partir. J'étais dans les standards de délai, tu vois, de maximisation du temps. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais d'optimisation du temps. En fait, je suis arrivée ici, tout le monde me dit non, mais on va d'abord aller boire un café. Hein? D'accord. Le choc, ça je ne l'avais pas anticipé du tout, tu vois, le rythme de vie qui était plus lent, j'avais bien envie d'en profiter, mais de là être capable de me l'imposer, ça a été ma plus grosse adaptation des premières semaines et voire des 3 mois où j'ai été en Macédoine la première fois. Oui, bon, hein, on va d'abord aller boire un café, on va d'abord faire venir un café et en fait, moi j'arrivais à 9h30 tous les matins parce qu'on m'avait dit les journées commençaient à 9h30 et en fait, il n'y avait personne, j'attendais comme une conne à la porte dans l'escalier. Mais c'est super tard. Pour avoir travaillé au Canada, 9h30, on a déjà fait la moitié de la journée. Oui, bon. Hein, mais après, tu te dis, ouais, c'est cool, je vais pouvoir marcher le matin, tu vois, je vais pouvoir faire mes trucs, mais j'arrive à 9h30, il n'y avait personne, donc le temps que les gens arrivent, il était 10h, après on allait boire le café, il était 11h30, oh, wow. Et à 3h, on disait, bon, on va aller en Cafana, on va aller boire une petite eau de vie, et puis on va aller manger des trucs, puis au final, je rentrais chez moi, puis je me disais, ok, je le fais quand le programme, tu vois, mais aujourd'hui, après tant d'années, je sais pas si je pourrais me passer j'ai jamais été capable de m'y mettre à 100%, d'être aussi cool. Je pense qu'il y a un entre-deux à atteindre et tous les Macédoniens ou les gens qui habitent la Macédoine ne sont pas comme ça. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été un choc. Donc, j'ai dû m'adapter à un événement qui arrivait très, très vite, mais à tout le monde qui était, somme toute, très, très relax, toi. Très dans l'instant présent, en fait. Oui, parce que c'est vrai que quand on est de ce genre de personnalité à vouloir faire les choses bien et rapidement et dans l'ordre, et qu'on est à travailler avec des personnes qui sont plutôt très relax, je veux bien s'adapter, mais à un moment donné, c'est ta personnalité. Donc c'est vrai que niveau stress, ça doit pas être évident à gérer, du coup. Non. c'est le soir que je gérais ça en brainstorm avec ma coloc qui était albanaise d'origine, mais qui était aux États-Unis depuis des années. Du coup, elle avait aussi les deux standards en tête. Donc, on brainstormait beaucoup là-dessus. Et au final, tous les événements auxquels j'ai participé étaient impeccables à l'image du pays, bien sûr, mais à l'échelle aussi des attentes. Mais c'est sûr qu'avec du recul, j'en ris un peu. Parce que maintenant, je baigne là-dedans tous les jours, mais encore aujourd'hui, après tant d'années, je jongle encore avec ma réalité ou la réalité, disons, occidentale et le fait que les gens sont tellement implantés les 2 pieds dans l'instant présent, tu vois. Je vais donner un exemple concret. Ça m'a mis du temps à réaliser, mais en fait, tout est dans le respect de l'instant présent. Si, par exemple, moi, j'ai un rendez-vous, donc à 14h, je sais que je dois être au centre pour rencontrer quelqu'un. Eh bien, moi, ce qui est important, c'est l'engagement que j'ai pour cette personne-là. C'est une marque de respect pour moi d'être présente à mon engagement à 14h. Mais s'il y a quelqu'un qui sonne à la porte ou quelqu'un que je rencontre en cours de route sur mon chemin ou peu importe et qui se présente, eh ben ici, cette personne-là prend toute l'importance. Donc, il faut être plongé dans l'instant présent parce que cette personne-là te fait l'honneur de te rendre visite ou de t'arrêter ou de te rencontrer ou de t'apporter quelque chose, peu importe. Et donc, cette personne-là, dans l'optique locale, c'est de dire, je l'accueille, donc je ne peux pas la laisser sur le pas de la porte, je ne peux pas donc entrer, voulez-vous un café? Non. Et là, il y a 5, 10, 15 minutes qui passent, tu vois, et moi,
Moi, je bouillonne, je parle plus, j'attends, je regarde l'heure qui passe et tout. Et en fait, après, tu vois, j'osais pas déranger, j'osais pas dire parce qu'on me disait que ça allait être impoli de dire, je suis désolée, j'ai un rendez-vous, il faut vraiment que j'y aille, repasser demain, tu vois, dans ma vie à moi, ou en tout cas dans ma perception antérieure, j'avais aucun problème de dire, je suis désolée, je suis hyper contente de te voir, mais il faut vraiment que j'y aille. Alors qu'ici, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, ne serait-ce que quelques minutes pour cette personne-là, en fait. Et donc là, moi, tu vois, réalisant qu'en fait, c'est pas tant que le rendez-vous est pas important, mais culturellement, la personne qui est devant toi est plus importante que celle qui sera devant toi après. Donc là, une fois que tu as compris ça, tu te replonges et puis après, tu trouves tes outils pour jongler avec tout ça, tu vois. Donc maintenant, moi, je le dis. Je dis, je suis vraiment ravie de te voir. Est-ce qu'on se voit pour un café demain? Donc, je propose le rendez-vous. J'offre le respect à la visite qui m'est faite, mais je veux aussi respecter l'engagement qui est important pour moi, qui est dans quelques minutes. Donc, j'ai appris avec le temps, mais au début, je trouvais ça hyper confrontant. Ah oui, ça doit être super inconfortable. Parce que oui, la personne qui attend à 14h... Après, je dirais que j'ai partagé ça avec plusieurs expatriés qui vivent dans les pays moins occidentaux, plus du sud. Je dirais que c'est vraiment pas isolé comme... c'est-à-dire qu'on sent pas trop qu'on voyage, ça. Mm-hmm. On sent qu'on s'installe, mais quand on commence à travailler, quand on commence à avoir des délais, des échéanciers professionnels, c'est là où on se rend compte qu'on jongle avec des gens qui ont une perception du temps qui est très différente de la nôtre. Et en fait, si on est dans le jugement tout le temps ou si on est dans l'attaque tout le temps, c'est que ça devient source de frustration qui est hyper dur à gérer. Et donc, moi, c'était mon cas les premiers jours où je suis arrivée ici. Puis après, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais travailler comme ça pendant 3 mois. Donc, il faut arriver à comprendre pourquoi c'est comme ça. Et puis après, une fois qu'on a compris que c'est le respect pour l'instant présent, la personne qui est devant soi, après, on arrive à jongler avec ça. Puis on comprend l'origine du phénomène et on arrive à mieux, je dirais, à mieux s'adapter, à mieux comprendre, en tout cas, plutôt qu'être dans le jugement. Et ça m'a servi beaucoup, en fait, parce que sinon, j'aurais été en confrontation constante. Oui, c'est clair. Et du coup, une question que je pose toujours, c'est souvent quand on arrive aussi dans un pays et justement, toi, tu étais confronté directement à une différence culturelle, est-ce que tu t'es dit, mais punaise, qu'est-ce que je fous là en fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Même si tu savais que tu étais là pour une courte durée, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, il va falloir que je rentre? Oui et non. Je savais pourquoi j'étais ici. Je voulais justement me déstabiliser. Je voulais aller chercher exactement cette expérience et ces compétences-là, tu vois, de vie, d'être capable de jongler avec des chocs culturels, de jongler avec des appréhensions. Donc, dans cette optique-là, je me suis jamais dit, qu'est-ce que je fais ici? Parce que je me souviens être arrivée à me dire, tu le fais exactement pour ça. Parce que si après tu t'en vas en zone de conflit ou si après tu pars, tu vois, dans des régions plus compliquées, ça va être encore plus demandant. Donc, trouve des solutions, donne-toi des outils maintenant. Après, c'est vrai qu'en voyage, moi, je sais pas si on dit ça en France, mais au Québec, on dit frapper son mur. Tu sais, moi, j'ai voyagé, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de crise de panique. Et à un moment donné, ça m'est arrivé. Je voyageais au Kosovo et j'étais plus capable de sortir. J'étais bloquée, je suis plus arrivée à sortir de la chambre où j'étais et tout. Et je me suis dit, non, mais c'est con. Ça fait 2 mois et demi que je suis en Macédoine, tout se passe bien. J'arrive au Kosovo qui est somme toute le même contexte, tout se passe bien, je fonctionne en anglais. Et là, j'ai aucune idée pourquoi. Et j'ai passé une journée comme ça à être incapable de sortir. Et je pense que c'est tout ça qui ressortait. Tu vois, je m'étais remise dans une autre ville, remise dans un autre contexte et tout. Et je pense que le choc culturel est sorti à ce moment-là, 2 mois et demi après mon arrivée ici. Ça a duré une journée et en fait, j'ai pas eu envie de rentrer au Canada, mais j'avais envie de rentrer à Tetovo, qui du coup était comme ma référence. C'est là où j'avais appris à fonctionner. J'avais mes référents humains aussi, les amis, les collègues, toutes les personnes que j'avais rencontrées là-bas. Et j'avoue que je suis rentrée. En fait, pendant une journée, j'ai essayé de me forcer à me dire, je vais rester une semaine de plus, je vais rester une semaine de plus. Puis à un moment donné, je me suis dit, non, mais attends, t'es là aussi pour te faire plaisir. Écoute ta petite voix intérieure. Et puis, je suis rentrée. Mais ça avait rien à voir avec rentrer au Canada. C'était plus comme l'environnement présent. J'avais besoin de me retrouver dans une somme toute petite, mais certaines zones de confort et voilà. Mais en même temps, je me dis, c'est pas si mal de se demander qu'est-ce que je fous ici. Ça nous fait rendre compte qu'on est déstabilisé, qu'on est sorti de notre zone de confort. Après, c'est ce qu'on fait avec cette petite voie-là, quoi. Mm-hmm. S'il faut vraiment rentrer, rentrer. C'est ça. Parce que tu as dit, c'est important de le souligner parce que c'est ce que j'aime faire ressortir dans les podcasts aussi, c'est que quand on part, c'est bien d'avoir une raison de partir, pas dans le sens négatif où j'essaye de fuir quelque chose, mais dans le sens où, voilà, tu avais un objectif, tu avais envie de sortir ta zone de confort, de tester quelque chose de nouveau, donc tu avais un objectif, et donc justement dans ces moments de doute, tu avais quelque chose pour te rattraper ou te dire non mais je suis ici pour ça en fait, ça va aller. Et je pense que ça c'est important pour réussir une bonne expatriation en fait. Tout à fait. Et donc du coup, après ces quelques mois,
Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois restée plusieurs années du coup? Ah bah c'est là en fait, moi tu vois, je me suis pas dit mais qu'est-ce que je fais ici? Je me suis plutôt dit merde, je suis dans la merde. Le fameux directeur technique de l'assaut, c'est mon mari aujourd'hui. Ah, Voilà. trop mignon! Donc il n'était pas là, il m'a tout refilé, mais au final on a super bien travaillé ensemble. C'est devenu comme un peu un partenaire de crime, de tout. C'est avec lui et d'autres amis qu'on sortait manger, qu'on travaillait. Tu sais, c'est hyper intense. Quand tu pars que 3 mois, tu développes des liens assez forts, assez rapidement aussi. Et voilà, donc on était hyper proches. Je suis rentrée parce que je devais rentrer au Québec et on s'est dit bon qu'est-ce qu'on fait? Et donc, parce qu'il fallait que je rentre au Québec, j'avais un appartement, j'avais un boulot, j'avais ma famille, j'avais mes choses, j'avais un chat. Ça ne te dérange pas si je te demande de quelle nationalité il est? Il est macédonien. Il est macédonien. Super. Oui, donc non, c'était pas un autre expat. Il était bien ancré, un vrai tétovard, né ici, ses parents aussi. Super. Ouais. Et donc, je suis rentrée ici, je suis rentrée au Québec, j'ai travaillé, je suis revenue en Macédoine pour les vacances de Pâques, question de voir un peu, tu vois, avec du recul, où on en était, qui on était. Et ensuite, on a fait sa demande de visa pour qu'il puisse venir au Québec en tant que touriste, parce que c'est comme ça pour les Macédoniens, pour les gens de Macédoine et beaucoup de pays des Balkans, en fait, ils peuvent pas librement voyager au Canada, ils ont besoin de visas spéciaux. Ça nous a été accordé, donc il est venu passer 1 mois au Québec pour qu'on puisse voir qui je suis, d'où je viens, où j'habitais, qui est ma famille, pour que ma famille le rencontre aussi, parce que là, je suis partie, c'était cool, mais quand je reviens puis je dis que je me suis trouvée un mec, c'est un peu plus confrontant pour la famille et les amis. Et ça a été le coup de cœur pour tout le monde. Et donc, entre-temps, c'est une longue histoire, mais c'est comme ça quand même. J'avais rien, moi, en Macédoine. Je pouvais pas juste dire, je pars, je retourne en Macédoine et basta, parce que voilà, c'est pas si évident. Et donc, j'avais travaillé quelques années auparavant à Nantes dans le cadre d'un programme de l'Office québécois, franco-québécois pour la jeunesse que plusieurs connaissent sûrement. Il y a le même principe franco-allemand, tu vois, un genre d'Erasmus, mais entre des pays internationaux. Et donc, j'ai contacté mon employeur à Nantes. Je lui ai dit que j'aimerais bien revenir. Il m'a trouvé un poste, un CDD pour le même événement auquel j'avais collaboré 4 ans plus tôt. Et j'ai réussi à me prendre un PVT pour permis vacances-travail pour la France. Et donc, j'ai atterri en France pour 4 ou 5 mois, ce qui m'a permis d'être en Europe, donc ce qui a permis à mon amoureux de voyager aussi. Moi, j'ai pu passer par la Macédoine avant d'aller faire mon PVT en France. Bref, ça m'a rapprochée, ça m'a fait retrouver les amis et les collègues de Nantes pour quelques mois aussi, ce qui était pour mon plus grand plaisir et le leur. Et après, je suis arrivée en Macédoine en février-mars 2014. D'accord. C'est vrai qu'on parle tout le temps des Français qui font des PVT au Canada, mais je savais pas qu'il y avait aussi la même chose dans le sens inverse. Ça paraît logique en soi. Mais du coup, ouais, c'est super que ça t'a permis de pouvoir garder cette relation entre guillemets à distance, mais tout en te rapprochant. Entre la France et le Canada, c'est quand même génial qu'on a ces PVT en fait. Mais du coup, hors sujet, mais quand tu me parlais que tu lui as fait visiter le Québec, enfin, au niveau des températures, est-ce qu'en Macédoine, il fait aussi froid qu'il peut faire froid au Québec? Est-ce que tu as essayé de lui faire tester un peu les moins 40? Depuis, pas cette fois-là, parce qu'il était en plein été on était en plein été quand il est venu, mais oui, il est venu l'hiver, il a passé 2 Noëls, on a même skié il y a 2 ans à moins 15, et ça s'est super bien passé, en fait. Alexander, il est guide de montagne, il skie aussi. Justement, j'allais dire, j'ai lu que la Macédoine, en fait, 85% du pays était recouvert de montagnes. Tout à fait. Ouais. C'est une des raisons pour lesquelles je suis, comme on dit au Québec, tombée en amour avec la Macédoine. En fait, la ville où j'habite est juste au pied d'un grand massif, le massif de Char. Et donc, Alexander étant guide de montagne, il fait partie d'un club. Donc déjà, dès que je suis arrivée ici, tout de suite, je m'y suis mise aussi. J'aimais déjà beaucoup la randonnée, mais là, c'est beaucoup plus en altitude. Donc pour moi, ça a été un bon défi aussi. Mais c'est des montagnes magnifiques, il y en a partout. On peut sortir de la Macédoine, aller faire de la rando en Bulgarie, en Grèce, que j'ai pas encore fait, mais toutes ces options-là existent. Moi, je suis allée faire de la rando en Slovénie aussi, qui est un peu plus loin. Mais bref, c'est des pays qui sont magnifiques. La Macédoine n'a pas la chance d'avoir de côtes sur la mer, mais par contre, des montagnes qui sont à couper le souffle, qui n'ont rien à envier aux Alpes, comme diraient des collègues allemands qui
sont passés par ici. Et donc, le froid au Québec, oui, ça surprend parce que c'est un froid qui est très sec, qui dure longtemps, en fait. C'est ça la grosse différence. Ici, on a quand même des nuits à -10, à -15, des jours moins, mais quand même, en Macédoine, l'hiver, il peut faire froid, surtout si on est en hauteur. Par contre, ça dure 2 mois, 2 mois et demi. Tu sais, dans la ville, là, c'est le printemps, il y a des fleurs et tout. À la montagne, il y a encore de la neige. Alors qu'au Québec, ça commence en novembre, ça finit en mars, des fois en avril. On est d'accord. Donc, c'est pas la même chose, mais je pense pas. Pour lui, ça n'a pas été un problème. Je peux pas parler au nom de tous ses compatriotes parce qu'il y en a clairement qui m'ont dit qu'ils partiraient jamais au Québec à cause de ces saisons qui sont si interminables parfois. Mais oui, il peut faire froid au Québec. Puis moi, je trouve que c'est un juste milieu parce que les étés ici en Macédoine sont très, très chauds. Il y a la mer qui n'est pas en Macédoine, mais qui est assez accessible en voiture ou peu importe en quelques heures. Et il fait beau dès le mois de mars-avril jusqu'à la fin octobre-novembre. Donc, j'arrive à avoir des magnifiques étés. Puis juste assez de neige pour me remettre dans l'atmosphère de l'hiver, mais sans devoir me taper la dépression hivernale qui dure de juillet à avril, quoi. C'est ça, oui, moi de toute façon c'est la raison pour laquelle je suis partie du Canada. J'adore l'hiver, j'adore le froid, ne me fait pas peur, la neige c'est super beau, mais c'était trop long quoi, c'était trop long et c'est sûr que le Monday Blues du mois de janvier, je l'avais, c'était clair et net s'il est réel. Donc je te comprends parfaitement. Et pour passer à autre chose, du coup, en termes de... J'aime bien poser cette question aussi, le système de santé, justement, pour quand on est expatrié. Comment ça se passe? Je vais raconter mon parcours à moi, parce que chaque expérience est différente, chaque pays, chaque contexte d'expatriation est vraiment différent. Dans mon cas, la première fois que je suis partie, je dirais, toute seule en solo. Donc, j'ai pris une assurance voyage temporaire. Qui m'accompagnait, qui me rapatriait en cas de problème. Donc, j'avais pris le gros truc parce que j'avais aucune idée où je partais. Donc, je m'étais assurée que le pays où je m'en allais même était couvert par l'assurance parce que la dame au téléphone n'avait aucune idée, elle non plus, de où je m'en allais. Tu peux nous citer le nom de cette assurance? En général, j'aime bien les mettre dans les descriptions des podcasts. Non, mais je pourrais te le retrouver. Par contre, c'est une assurance qui existe au Québec, donc je ne sais pas si c'est... Oui, mais ça peut servir on a des auditrices et auditeurs québécois qui nous écoutent, d'après mes statistiques, donc je pense que ça peut être intéressant. Je vais te retrouver ça par la suite, parce que là, plusieurs années plus tard, je sais plus, est-ce qu'ils existent? Faut que je regarde. Je m'étais renseignée aussi parce qu'avec mon permis vacances-travail, il y a des compagnies qui sont référées par l'OFQJ et tout. Donc, je sais que j'étais partie de là pour poursuivre mon assurance après, etc., etc. Okay. Après, quand je me suis installée ici, j'ai trouvé du boulot, en fait. Et donc là, par le boulot, j'ai réussi à contribuer avec une carte d'identité temporaire au système de santé local. Et donc, j'ai pu avoir la couverture de santé locale. Ok. Donc là où tout est couvert en moyenne, en général? Oui, mais dans le système public. Donc, ça reste un pays qui n'est pas hyper... Comment je pourrais dire ça? Bon, il y a des trucs où tu peux aller à l'hôpital. Je veux dire, pour aller faire vacciner la petite, je vais à l'hôpital sans problème. Par contre, si j'ai un problème de santé précis, j'avoue que je vais dans le privé. Donc, c'est vraiment au choix. C'est un système qui fonctionne et avec le public et avec le privé. Couverture sociale publique couvre tout ce qui se passe ou tous les soins qui sont donnés en hôpital public. Ouais. Et le coût de la vie sur place? Je vous invite à venir vivre en Macédoine. Vous travaillez 2 mois par année en France et vous pouvez venir vivre 10 mois par année en Macédoine. C'est vrai? Non, mais oui. Je dirais que, en fait, le salaire moyen, là, je fais des approximations parce que je ne connais pas les chiffres exacts, mais on doit tourner autour de 350 € par mois pour le salaire moyen en Macédoine. 400 dans le mieux et dans les petites villes ou les régions éloignées, on parle de 200-250 € par mois. C'est moins que le RSA français, quoi. Oui, tout à fait. Après, un loyer un appartement de base doit au moins coûter 150 à 200 en montant. Si on voyage, qu'on a un peu de sous pour les hôtels qui sont pas trop chers et tout, et qu'on va au resto, les restos, ça coûte rien. On s'en sort pour une dizaine d'euros à 4, dans les petits restos. Wow. Après, si on va à Skopje, dans la capitale, qu'on veut manger vraiment français, ou des bons trucs, là, ça peut monter vite. Mais si on mange comme mangent les locaux dans les petits boui-boui locaux avec la petite alcool de vie locale, on s'en sort pour très peu cher. Pour donner un référent, quand on s'est mariés, on avait des invités du Québec, de la France et de la Macédoine, et donc on a fait un petit tour
de la Macédoine avec, je dirais, on était peut-être 9 personnes du Québec, la famille proche de mon mari, et on était allés dans un restaurant à la fin de la journée, et mon oncle et ma tante s'étaient chamaillés toute la journée pour savoir qui allait prendre la note, et tout, et tout, et tout. Ma belle famille qui disait non, 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 et oui, 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 et au final, mon oncle gagne le grand concours et dit c'est moi qui offre le repas ce soir, tu vois, pour 10 personnes en se disant waouh, ben, ça y avait coûté autour de 100 €. Et du coup, il se sentait hyper mal. Parce qu'ils disaient, oh, putain. Ça coûte rien du tout. Puis ils ont partagé après, toi, mais c'était plus un jeu de voir, parce que la tradition ici, c'est de recevoir. Donc en fait, le coût de la vie est très bas en Macédoine, mais en plus, c'est hyper difficile comme voyageur ou comme invité d'arriver à payer le repas ou payer le café, parce qu'automatiquement, les locaux sont hyper fiers de nous accueillir. Moi, ça m'a pris des mois avant d'être capable de payer mon propre café si j'allais boire un café avec quelqu'un, quoi. Donc voilà, mais sinon, en référent, quand on voyage en petite chambre, en petit hôtel, on peut aller dans les monastères pour 10 € la nuit, on peut aller en hôtel pour 30-40 € la nuit, et ça monte après selon les standards de chacun. Il y a quelques auberges jeunesse dans les grandes villes, sinon c'est plus style auberge ou monastère transformé en gîte, et on peut voyager pour très peu cher. Si on voyage en bus, même chose. Par exemple, à Tetovo, on est à 40 km de la capitale, et ça doit être à peu près 2,50 € pour le bus, pour le ticket de bus jusqu'à la capitale. Par contre, louer une voiture, c'est presque dans les prix de standard européens, c'est-à-dire qu'on va payer une cinquantaine d'euros par jour pour la voiture. Mais même chose, toi, si tu payes 50 € ou 30-40 € par jour, mais qu'après l'hébergement t'en coûte 15 et puis que t'en manges pour 10, toi, ça... Ouais, ça balance bien. Voilà. Oui, d'ailleurs, encore une fois, je vais être hors sujet, mais tu parlais de monastère. J'ai lu que la mère Teresa est née dans la capitale de la Macédoine. Tout à fait. Mère Teresa... c'est un beau symbole pour la Macédoine du Nord, parce que Mère Teresa est albanaise et elle est née à Skopje, donc sur le territoire de la Macédoine du Nord, la capitale. Et donc, c'est intéressant parce que ça devient un symbole un peu universel pour tout le monde. Même si elle a quitté assez tôt, hein, après elle s'est détachée de tout ça, elle est partie travailler en Inde et tout, mais il y a un monument assez impressionnant d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez chercher sur Google monument Mère Teresa Skopje. Ça a été fait, il y a plein c'est un peu un mélange d'architecture avec des colombes, des pierres, des trucs, mais c'est assez intéressant. Il y a quand même des trucs intéressants sur le parcours de sa famille, d'où elle vient, comment elle s'en est détachée pour partir faire toutes ses missions et tout. Donc, ouais. Non, super. Et du coup, si tu devais partager un conseil avec une femme ou un homme qui aimerait s'expatrier en Macédoine du Nord, est-ce que tu aurais quelque chose en particulier à partager? Excellente question, parce que je connais beaucoup de gens qui arrivent comme moi et qui font 1 an, 2 ans. Il y a des volontaires américains, des Peace Corps, puis il y a des volontaires français, il y a des volontaires allemands qui viennent pour quelques mois. Et après, je connais très peu de gens qui s'installent comme moi pour une beaucoup plus longue période. Donc, ça dépend toujours, je dirais que ça dépend, le conseil dépendra de à qui je m'adresse. Mais généralement, je dirais profiter de l'instant présent, même si c'est ce qui confronte le plus. J'ai fait des rencontres magnifiques ici. Les gens sont hyper accueillants. C'est difficile de faire mieux. La porte est ouverte. Les gens ont envie de raconter leur histoire. Tu vois, il y a plein de gens de plein de nationalités, de plein d'origines, de plein de milieux sociaux différents. Donc, si on ouvre les yeux et puis qu'on ouvre les oreilles, il y a plein d'histoires. Donc, ne pas se mettre des œillères avec l'objectif de dire je pars d'une ville, je m'en vais à l'autre, mais voir aussi qui est assis à côté de nous dans le bus. Si on nous invite à boire un café, c'est normal, on y va. Boire un café, ceci dit, hein, vous pouvez boire ce que vous voulez. Hein. Boire un café, c'est une expression. Et si tu peux boire de l'alcool, tu peux boire. Bon. Okay. Mais je dirais, ouais, vive l'instant présent, profiter des rencontres. Je sais que c'est souvent une règle en voyage, mais ici particulièrement, ça marque vraiment tout le monde, l'accueil qui leur est réservé. Même en parlant, moi j'ai rencontré un monsieur ici, un Français qui est arrivé à l'époque, parce que j'ai dirigé l'Alliance française de Tetovo ici par la suite pendant 3 ans. Et donc, j'avais beaucoup de visiteurs qui venaient un peu s'orienter dans une ville qui leur était inconnue. Et en fait, le monsieur ne parlait pas anglais. Il avait une 60aine quelques d'années. Il prenait sa retraite et il est parti à l'aventure avec son sac à dos.
visiter des pays. Et il arrive comme ça, il me dit, ben moi, je parle en français à tout le monde et j'arrive toujours à trouver quelqu'un qui est capable de comprendre où je vais, d'attraper le bon bus pour me rendre à tel monastère ou tel site ou telle mosquée ou tel truc. Et moi, ça m'avait épaté. Mais ce monsieur-là était complètement ouvert à l'échange avec les gens qui étaient là, tout en étant hyper prudent. Tu vois, encore une fois, tu écoutes ta voix intérieure, tu respectes tes limites et tout. Mais c'est un pays qui est sûr. C'est pas un pays où il y a des agressions dans la rue. Je veux dire, il faut toujours faire gaffe au sac. Pour profiter, lever les yeux, regarder les gens qui sont autour de vous. Parce que on peut aussi commencer à focuser sur les chiens qui sont dans la rue. On peut aussi voir tous les déchets qui sont par terre. Il y a beaucoup de travail à faire pour que ce pays devienne une perle européenne. Mais pour moi, c'est une perle parce qu'il y a des montagnes, parce qu'il y a des gens passionnants, parce qu'il y a des saveurs passionnantes, les échanges avec les personnes qui sont ici. Venir en Macédoine et visiter que Skopje dans un hôtel et aller voir le lac d'Ohrid pendant 2 jours, c'est une chose, mais s'imprégner de la Macédoine en visitant des petits villages, en essayant de trouver une personne locale. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont inscrits sur Airbnb, même s'ils peuvent pas accueillir dans leur maison, ils proposent d'aller marcher, d'aller faire une visite de la ville, profitez-en, soyez à l'écoute de et passez pas votre temps avec des expatriés. Les expatriés sont là pour se retrouver nos racines, mais vous n'allez pas vivre la même expérience. Et je le dis pour la Macédoine, c'est vrai partout, mais dans tous les pays que j'ai visités, franchement, c'est un des pays où ça a fait une plus grande différence. Super, super. Et je t'ai pas posé la question, mais du coup, est-ce que c'est un endroit où on se sent quand même en sécurité? Moi, oui. Personnellement, comme femme, tout à fait. Les autres expatriés, oui. Après, c'est sûr que c'est un pays où il y a aussi des moments où on se sent, par exemple, entouré d'hommes, où il y a des événements, des activités où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, parce que dans certaines communautés ou dans certains villages, la femme est plus à la maison. Mais je dirais qu'une fois qu'on est passé outre ce malaise, moi, je me suis jamais fait importuner par ces hommes-là. Tu vois, c'est juste une première étape à franchir. Et après, il y a de plus en plus de femmes qui se mélangent à plein d'événements aussi, dans plusieurs communautés. Donc, mais au niveau de la sécurité dans la rue, par exemple, je rentre chez moi le soir, il n'y a pas de souci. En tant que touriste, j'ai entendu très peu d'histoires. Je veux dire, je me suis fait voler mon vélo plus souvent à Montréal qu'en Macédoine. Moi, je me suis fait voler mon vélo à Vancouver, donc voilà. Comme quoi, ouais. Tout peut t'arriver. Super. Bah écoute, je vais arriver aux questions de la fin, à moins que tu aies quelque chose d'autre à ajouter. Non. je serai disponible si jamais sur ton podcast, après, les gens ont des questions, parce que je sais que c'est un pays très... Puis c'est une région que les gens, une fois qu'ils en entendent parler, ils aiment bien découvrir. Donc, je suis disponible. J'ai fait pas mal de tours. On a fait visiter à pas mal de gens aussi avec le temps. C'est pas du tout professionnel, hein, c'est vraiment une passion pour moi de faire découvrir mon coin de pays. Donc, si les gens sont curieux de savoir comment ils peuvent venir, qu'est-ce qu'il y a à voir et tout, je suis complètement ouverte à répondre aux questions suite au podcast. Super sympa. Ben, du coup, si tu veux, on mettra dans la description le moyen que tu souhaites être contacté. Avec plaisir. Super. Du coup, si la fameuse question finale que je pose très régulièrement, c'est si Julie d'aujourd'hui pouvait rencontrer Julie le moment où on lui a proposé justement cette opportunité de partir quelques mois en Macédoine, est-ce que tu lui passerais un petit message? Je lui dirais de se faire confiance. Oui, tu penses que tu n'avais pas justement assez confiance en toi à ce moment-là? J'ai eu assez de confiance pour partir parce que j'aime l'aventure, mais dans le moment présent, en fait, je pense qu'on doute tous à tous les niveaux de notre vie, à toutes les étapes de notre vie, mais je suis contente que la peur ou que le doute n'ait pas fait que je sois pas partie. J'ai hésité à partir et tout. Je suis pas partie parce que j'en avais vraiment envie. Et après, dans toutes les opportunités qui m'ont été présentées, soit la direction de l'Alliance française, soit d'autres projets par la suite, le doute m'a toujours accompagnée, mais finalement, le doute, c'est aussi ce qui me fait pas performer, mais ce qui me fait avancer. Mm-hmm. Et donc, j'ai envie de me dire, d'écouter ma voix intérieure et de faire confiance à cette petite voix-là. Ouais. Super. Et donc, du coup, pour conclure, est-ce que tu aurais une citation, une chanson préférée à partager avec nous? Je suis une grande fan de musique, mais j'arrive jamais à choisir la chanson, donc je vais pas y aller avec la musique. Je vais y aller avec mon petit côté geek. À la base, je connais la citation un peu plus en anglais, mais je l'ai cherchée en français. Il y a Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, qui est aussi une grande aventure, et qui dit « Tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est imparti ». En gros, ça veut dire qu'on a toujours le choix pour moi.
Ça veut dire que dans un moment où on a l'impression qu'on est pris, qu'on est coincé ou qu'on veut bouger, qu'on veut pas bouger, même si le choix c'est de pas bouger, c'est quand même un choix. Donc il faut toujours se donner la chance d'avoir le choix. Mais c'est très bien dit ce que tu viens de dire parce que justement, de dire que le fait de ne pas bouger, c'est un choix, je pense qu'on se rend pas compte que justement on fait le choix de pas agir. C'est seulement quand on agit qu'on se dit j'ai fait un choix, mais non, en fait, si tu fais rien, tu choisis aussi de rien faire. Exactement. Donc je trouve ça très bien dit en tout cas. Et c'est OK. C'est OK. C'est OK à partir du moment où on est en paix. Faut pas dire aux gens qui partent qu'ils ont de la chance. Exactement. Moi, je me suis fait dire, ouais, mais toi, tu voyages. Non, moi, je vis dans une petite ville de 100 000 habitants qui est polluée. Je veux dire, c'est pas la virose tous les jours, l'expatriation. On fait le choix, on assume notre choix, mais ça veut pas dire pour autant que c'est facile tous les jours. On est loin de sa famille qu'on aime, on est loin des amis, on voit pas leurs enfants grandir. Je veux dire, ça implique plein de choix, mais j'ai fait ce choix-là. Je suis encore très bien avec ce choix-là, même si c'est difficile parfois. Mais quelqu'un qui déciderait de pas bouger ou d'avoir sa maison ou d'avoir plus de stabilité, ou peu importe le choix, je respecte aussi, pourvu que chacun puisse, dans le respect de l'autre, avancer à sa façon et à son goût. Carrément. Et d'ailleurs, avant qu'on conclue, je me suis dit, je t'ai pas posé cette question, mais qu'est-ce qu'on mange de bon en Macédoine? Je vais encore trop parler. Déjà, on boit très bien. Pour les gens qui aiment boire de l'alcool, ce qui est moi mon cas, puisque j'étais en congé de maternité récemment, mais je reprends mes bonnes habitudes tranquillement. Blague à part, ils font d'excellentes eau de vie qu'ils appellent rakia ici, qui peut être de l'eau de vie de prune, de coin, de raisin. Bref, vous en avez pour tous les goûts selon les régions que vous visiteriez. De très bons vins aussi, ils ont beaucoup de soleil. Il faut aimer des vins sucrés, mais pas sucrés, mais avec une petite touche de soleil. Ils ont des beaux vignobles à visiter aussi, donc on boit très très bien. En fait, si vous aimez manger, je vous dirais que la saison, il faut venir à l'automne parce que c'est là où tout est à son plein potentiel, les fruits, les légumes, donc tout ce qui est frais devient complètement hors du commun. Moi, j'ai jamais mangé des tomates aussi bonnes ici. J'ai mangé celles de l'Espagne. Je pensais avoir tout vu. Et là, j'ai goûté les tomates macédoniennes. Et en fait, ils font beaucoup de plats préparés frais été-automne parce qu'ils profitent de la fraîcheur des produits. Donc, ils mangent beaucoup de grillades, barbecue et tout, de viande grillée, enroulée de bacon avec du fromage, le truc. Mais mon Dieu! Accompagné de salades, de petits trucs frais. Beaucoup de fromage aussi. On est à la montagne, donc c'est aussi tradition. Pas les mêmes fromages qu'on retrouve. Si vous voyagez pour chercher le brie, le camembert, il n'y a pas trop. Mais des fromages locaux, des fromages de montagne, il y en a beaucoup, beaucoup et de très savoureux. Et après, l'hiver, on passe à ce qu'on appelle le ajvar ou le penjo, qui sont des purées de poivrons, des purées d'aubergines. On va faire tout ce qui est plus traditionnel. À Kruševo, entre autres, on peut manger une espèce de plante céramique avec des charcuteries, du fromage gratiné avec une autre sorte de fromage. Mon Dieu, c'est à se... Voilà, il faut aimer prendre du poids, il faut aimer la viande ou les protéines. C'est très dur de s'en sortir comme vegan ici, mais sinon, voilà. Donc, il y a plein d'options, mais surtout beaucoup, beaucoup de produits frais à l'automne qui sont vraiment délicieux. Top. Oui, parce que tu disais, ils apprécient le moment présent, donc j'imagine qu'ils apprécient le moment où ils passent à table. Il faut aimer passer du temps à table quand on visite la Macédoine avec des locaux, ça c'est sûr. On a accueilli des Français qui voyagent pour un projet en ce moment, il y a quelques semaines, et on est arrivé dans la Cafana, là, qui est le petit resto local. Je dirais à 14h, on en est ressorti à 18h. Donc, il faut aimer passer du temps à table. Et si on aime, ça peut créer de vraiment excellents moments à partager. Ça doit te changer, du coup, toi, en étant canadienne, parce qu'en général, on passe pas trop de temps à table. Non. Donc, là, je te sens plus française, du coup. Ouais. Super. Voilà. Écoute, merci beaucoup. J'ai vraiment adoré notre échange et en apprendre plus sur la Macédoine du Nord, qui semble vraiment un pays dont on parle pas souvent, mais qui mérite vraiment. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas sur le compte Instagram FiExpat. Donc je te souhaite une excellente journée. Merci à toi aussi. Et puis à très bientôt. Au revoir.